Notre enquête sur le Made in France commence au cœur de la capitale. Le rédacteur en chef adjoint du Parisien Magazine va nous raconter l'histoire d'une photographie devenue célèbre. Celle de la couverture de son 5e numéro, consacré aux produits fabriqués en France, avec Arnaud Montebourg. Avant de prendre ce cliché, il a d'abord fait plusieurs propositions au ministre. Des maquettes réalisées avec une doublure. J'aimerais qu'on regarde les images qu'on avait faites avec le mannequin avant la prod de Montebourg. Alors, on avait plusieurs idées. On reprend du début, si vous voulez. L'idée de poser en James Bond armé d'un batteur à eux, ou encore vêtu d'un drapeau bleu-blanc-rouge, façon boxeur, ne plaît pas du tout à Arnaud Montebourg. Une tenue va obtenir son approbation. Une marinière. Les rayures sont alors grises et oranges. On avait évidemment demandé les tailles du ministre à son entourage, qui a dû mentir un petit peu parce que celle-là s'est révélée trop petite. Et du coup, ça a failli tout faire rater puisque, étant, comment il disait, boudiné dans une première marinière, ensuite il voulait s'arrêter là. Et donc il a fallu un petit peu le convaincre à ce moment-là. Le ministre va finalement revêtir un modèle plus confortable, désormais très connu. Le journaliste nous dévoile les coulisses de la séance de pause. Et voilà, en exclusivité mondiale, Arnaud Montebourg en chaussettes. La photo va connaître un retentissement considérable. Le ministre du redressement productif a parfois été moqué pour cette couverture. Aujourd'hui, il ne regrette pas de s'être prêté au jeu. Vous pensez qu'il fallait aller aussi loin pour promouvoir le Made in France? Écoutez, ça a eu des conséquences positives. C'est un acte, c'est un peu ridicule cette photo, reconnaissons-le. Mais vous voyez déjà le comportement différent des gens par rapport à la responsabilité individuelle de l'acte d'achat. Chaque consommateur a un tout petit pouvoir économique, mais si on l'additionne, il devient surpuissant. Arnaud Montebourg lui-même, sait-il que le cadran, les aiguilles et le mouvement de cette montre proviennent de Suisse? Cette marinière est bien 100% française. Mais son fabricant, Armor Luxe, délocalise 60% de sa production textile. Comment le consommateur peut-il être certain de bien acheter français? Dans notre précédent reportage, il y a 3 ans, nous avions déjoué ces pièges du Made in France. Légalement, pour qu'un produit soit made in France, il suffit que 45% de son prix de revient soit effectivement réalisé dans l'Hexagone. Démonstration avec l'ancienne responsable d'une usine d'outillage et des niveaux de chantier Made in France. Le socle vient de Roumanie ou de Chine, la bulle d'Autriche, et seul l'assemblage est encore réalisé à l'usine. Voilà. Puis vous avez un temps de vissage. L'action prend 2 minutes chrono, réglage compris. Avec le coût de la main-d'œuvre en France, cela suffit à en faire un produit français, au regard de la loi. Vous avez un produit qui arrive à 2 € de Chine. Vous faites 2 minutes de travail en France. 1 € la minute. Vous êtes très largement dans vos 45% de travail fait en France. Et vous justifiez votre Made in France. Aujourd'hui, cette législation n'a pas changé. Un chef d'entreprise juge que tout cela n'est pas très moral. Sur le plateau de l'Aubrac, Thierry Moisset nous emmène à l'Aïol, dans sa coutellerie. Il a repris cette forge en 2007. Elle était alors en dépôt de bilan. Depuis, Thierry a sauvé tous les emplois. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? Alors il y a un peu plus de 100 personnes en fait qui travaillent ici. 100 poignées de main tous les matins? 100 poignées de main tous les matins, ouais, c'est sympa. En 6 ans, il a même recruté et presque doublé les effectifs. Thierry défend une vision stricte du Made in France. Pour moi, un produit qui a subi encore une fois 1 heure de transformation en France et 50 heures dans un autre pays, pour moi, il n'a pas généré d'emploi sur le territoire. Donc pour moi, ce n'est pas un produit Made in France. Venez, on va aller voir la trempe. Le chef d'entreprise tient à nous montrer les différentes étapes de la fabrication de ces couteaux. On va arriver dans l'atelier forge. Donc l'atelier forge, c'est vraiment notre métier. On va descendre, on va aller voir la forge et la trempe. C'est vraiment où on est dans le cœur de métier. Alors vous voyez, je vous montre un truc intéressant. Tous les couteaux sont faits sur place, de manière artisanale. L'acier provient d'une fonderie de l'Isère.
Aujourd'hui, effectivement, on est les seuls en acier français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la coutellerie utilise essentiellement un acier qui est le 12C27, très bon acier. Il est suédois. Alors, c'est pas une tare en soi, hein, loin s'en faut. Par contre, on ne se voyait pas utiliser sur les couteaux pliants un autre acier que de l'acier français. Les lames sont forgées une à une. Le bois des manches est fourni par un bûcheron des Cévennes, puis découpé à la main. À chaque étape de fabrication, un nouveau métier. Stéphane a été embauché il y a 2 ans. S'il apprécie la politique de son patron, ce n'est pas seulement parce qu'il lui donne du travail. Non seulement il y a l'emploi, puis il y a surtout le savoir-faire qui risque de se perdre après. S'il y a de moins en moins de coutellerie, de moins en moins de couteliers, nos arrière-petits-enfants ne sauront jamais faire des couteaux. Ces articles sont vendus entre 77 et 110 €. C'est 5 à 10 fois plus cher qu'un modèle identique fabriqué en Chine ou au Pakistan. Une concurrence que Thierry juge déloyale, car aucune inscription ne renseigne le consommateur sur l'origine du produit. Cela fait des années que Thierry Moisset se bat pour faire évoluer cette législation. Dans notre précédent reportage, nous l'avions suivi à Paris. Il tentait de rallier des hommes politiques à son combat. Ce matin, il a rendez-vous à l'Assemblée nationale avec un ancien ministre, le député UMP, Yves Gégaud. Bonjour monsieur, vous allez vous rentrer à l'Assemblée nationale. Chargé par le président d'améliorer la loi sur le Made in France, Yves Gégaud enchaîne les rendez-vous avec des chefs d'entreprise ou des artisans. Pour son audition, Thierry a apporté des modèles de couteaux d'importation, estampillés France. Là, vous avez un magnifique produit, donc fait par une société, hein, vous voyez, France. Donc on est en fabrication artisanale. Ils sont fabriqués où ceux-là? Pakistan, Chine. Il n'y a pas une partie fabriquée en France? Enfin, au prix auquel c'est vendu, je peux vous dire que la partie doit être vraiment infime. Merci, au revoir. Thierry Moisset n'est pas venu pour rien. Yves Gégaud s'est appuyé sur son exemple lors de la remise de son rapport. Depuis cette rencontre, un nouveau label plus exigeant, plus restrictif que la mention Made in France est né. L'origine France garantie. Mais il ne concerne que les entreprises qui en font la demande. Bonjour. 3 ans plus tard, Thierry Moisset estime que ce dispositif ne va pas assez loin. Au quotidien, il est toujours confronté au même problème. Voilà, vous avez 2 produits. Voilà, 2 produits vendus dans le commerce, d'accord, qui s'adressent à des non-spécialistes. Quand je prends ce produit, je le sors, je ne sais plus où il est fait. Voilà, là vous avez un produit français, la copie chinoise. Ça vaut 5 € dans le commerce. C'est-à-dire qu'en gros, en France, pour 5 €, vous avez à peu près ça. Juste l'emballage. Juste l'emballage, sans le produit. Et quand je mets les 2 à côté, je ne sais plus dire qui fait quoi. Aujourd'hui, sur un produit manufacturé, vous n'avez aucune obligation de marquage de l'origine du produit. Les produits français, bien plus chers que leurs concurrents étrangers, sont-ils de meilleure qualité? Dans la boutique de Thierry Moisset, nous avons acheté un couteau à 92 € pour le comparer à d'autres Laïol. Un second modèle français à 58 € et 2 pakistanais qui nous ont coûté moins de 10 € chacun. À première vue, d'apparence identique. Pour éprouver la qualité Made in France, nous avons rendez-vous dans un laboratoire Made in England, à Sheffield, en Angleterre, dans une entreprise spécialisée dans l'étude et les tests de couteaux. Roger Emby en est le directeur. Première inspection à l'œil nu. Ces 2 couteaux français semblent d'une excellente qualité. Les différentes matières qui composent le manche sont bien jointes, bien polies aux extrémités. Quand on regarde les couteaux made in Pakistan, nous pouvons voir que la qualité laisse à désirer. Au niveau du manche, ici, il y a un espace. Et on a aussi un défaut, un trou sur cet élément, ce qui n'est pas vraiment souhaitable.
Roger va maintenant tester la qualité du tranchant de la lame, ainsi que sa résistance à l'usure, grâce à cette machine. Le couteau est fixé dans un étau et doit couper des languettes de papier abrasif, similaires à du papier de verre. Un logiciel enregistre le nombre de languettes tranchées. Résultat inégal pour les couteaux français, 105 languettes pour le premier. Celui de Thierry en tranche à peine la moitié, un score assez médiocre. Place à présent au premier couteau pakistanais. Incroyable. C'est vraiment très faible. Il ne coupe absolument aucune languette. C'est un couteau qui ne coupe pas. Le second, Made in Pakistan, obtiendra, lui, un score correct. Après aiguisage des 4 couteaux, les 2 Français se révéleront finalement bien meilleurs et 2 fois plus résistants que leurs concurrents étrangers. La séance de test n'est pas terminée. Trempage dans l'eau salée pour vérifier l'oxydation. Lâcher de couteau pour éprouver la solidité. Bilan de la comparaison, les 2 couteaux français se sont nettement détachés. Celui de Thierry Moisset est arrivé deuxième. Moins résistante, sa lame en acier français s'est cependant révélée être la plus tranchante. La coutellerie, les arts de la table, le textile. Le Made in France va souvent de pair avec des produits haut de gamme. Nous nous sommes intéressés à une marque emblématique du luxe, Hermès, et à sa collection Cheval d'Orient, avec notamment des assiettes vendues entre 170 et 340 € pièce. Elles sont en partie fabriquées par un grand nom de la porcelaine, Bernardaud, à Limoges. Dans notre précédent reportage, nous avions rencontré le président de l'entreprise, Michel Bernardaud. Devant notre caméra, il vantait le savoir-faire et la tradition d'excellence de sa maison. Toutes les porcelaines étaient estampillées Bernardaud France. Donc il y a eu la pose de l'estampille. Donc marqué, là Bernardaud France. Pourquoi c'est pas marqué fabriqué en France? Parce que c'est notre estampille de toujours. Bernardaud est une société française à Limoges depuis 1863. Bon, je crois qu'il n'y a aucune équivoque là-dessus. Nous avions découvert qu'une partie des porcelaines de la marque venait directement de l'étranger, notamment de Malaisie. Il n'y a pas que la Malaisie, hein. Il y a quoi d'autre à part la Malaisie? À un moment donné, j'ai vu le Portugal, parce qu'il y avait le Portugal, à un moment donné, Pakistan. Made in France, c'est plus grand chose en France. Ah oui? Des témoignages en contradiction avec le discours du patron. Alors que répond-il? Moi, je suis un industriel français. J'ai besoin de régler la charge de travail de mon entreprise en fonction des contraintes. Donc, on fait appel de temps en temps à la sous-traitance. Voilà, ça nous arrive. De diverses provenances, je n'ai pas dit le contraire. 3 ans plus tard, ces pratiques ont-elles changé? De retour à Limoges, nous contactons Michel Bernardaud. Oui, allô? Monsieur Bernardaud? Oui. Oui, c'est Sébastien Giraudon, l'appareil. Oui. Non, je suis en réunion, oui, je suis désolé, je ne peux pas vous parler. Hein. D'accord. Est-ce que je peux vous rappeler un autre moment dans la journée? Non, je peux vous parler en vol. Malgré nos nombreuses relances, nous ne réussirons pas à lui parler. A-t-il toujours recours à la délocalisation? Notamment pour la gamme Cheval d'Orient qu'il fabrique pour Hermès. Nous nous renseignons auprès des salariés. Vous travaillez chez Bernardaud? Oui. Je voulais savoir, tout est fabriqué ici? Normalement, oui. Ça veut dire quoi, normalement? Ça veut dire oui. Les salariés nous parlent aussi de camions qui partent de l'usine vers l'Europe de l'Est. Il y en a eu récemment ou c'est pour me rendre compte si c'est fréquent ou pas? Non, c'est pas fréquent, je vous dis tous les 15 jours. Donc là, le dernier, c'était la semaine dernière. Et donc, c'est des camions qui arrivent d'où? Alors, non, moi, je sais que c'est Tchéquie. C'est République tchèque? Ouais, Tchéquie. Et ils arrivent de là-bas directement? Normalement, ouais, je pense, ouais. On envoie le blanc d'ici en décoration là-bas. En République tchèque? Oui, c'est une... Ça arrive toujours, ça, en ce moment? Oui, je pense. Comment vous le savez, vous? Parce que de temps en temps, on voit un camion qui livre.
De la vaisselle fabriquée à Limoges serait donc envoyée en République tchèque pour être décorée. Selon un employé, il s'agit bien de la collection d'Hermès. Il nous dévoile le parcours d'une de ces assiettes. Donc l'assiette est en blanc chez nous, elle part en Tchéquie, elle est appliquée, elle est décorée là-bas, elle revient chez nous, on y appose l'estampille, Hermès. Après on fait un bord couvert en or, et elle cuit chez nous, et voilà, elle est finie. Et c'est vendu pour du Made in France, alors que c'est à moitié quoi. Nous décidons de remonter le circuit de fabrication jusqu'en République tchèque. Tournez à droite. C'est ici, à 200 km à l'ouest de Prague, dans la zone industrielle de Sokolov, que se trouve l'usine en question. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Pour visiter l'atelier, nous nous faisons passer pour des acheteurs français. Ici, 46 personnes travaillent 8 heures par jour. Elles sont spécialisées dans la pose de chromos, ces décors qui s'appliquent comme des décalcomanies. Leur salaire, environ 400 € par mois. C'est 3 fois moins qu'en France. La patronne est fière de nous montrer toutes les gammes de produits décorés pour le compte de clients français. Donc ça, c'est votre placard réservé à la France. Voilà. Oui, et il y en a encore dans l'autre placard. Il y en a 2 pleines armoires. Ce sont nos échantillons. C'est ça. Au dos de quelques tasses prises au hasard, l'estampille Bernardo. Et une année, 2005. Depuis, la collaboration reste régulière. Aujourd'hui, les filles ne décorent pas encore les produits venant de France. Parce que le camion est arrivé ce matin à 6 heures. On est en train de tout préparer. D'accord. Dès demain, tout ça partira à la décoration. D'accord. Ça arrive comme ça de France. Oui, c'est ça. C'est ça. Les cartons Bernardo remplis de porcelaine blanche sont en cours de déballage. Les décors seront posés dès le lendemain de notre tournage. Est-ce que c'est ici que vous faites la gamme Cheval d'Orient pour Hermès? Oui, cheval, oui. Vous pouvez me montrer là? Vous avez? Oui. Ça, vous faites encore aujourd'hui? Oui, mais pas très souvent. Les tasses, les assiettes sont bien décorées ici. Quel volume vous faites? On fait à peu près 3000 à 4000 pièces tous les 2 mois. Il est bien possible que Bernardo en décore une partie en France et qu'il nous envoie l'autre partie, quand ils n'ont pas le temps de le faire chez eux. Pas d'estampille Made in France sous les assiettes Cheval d'Orient, mais la signature Hermès Paris. Hermès, comme n'importe quelle entreprise, a parfaitement le droit de sous-traiter à l'étranger. Mais quel discours les vendeurs de la marque tiennent-ils à leurs clients quant à la provenance de cette porcelaine haut de gamme? À Paris, dans l'un des quartiers les plus chics, nous nous rendons dans une boutique Hermès, équipée d'une caméra cachée. Nous retrouvons nos assiettes de la gamme Cheval d'Orient. D'accord. C'est dommage qu'il n'y a aucune assiette en fait qui est estampillée porcelaine de Limoges ou vous mettez pas fabriqué en France. Mais si, c'est Hermès Paris. Hermès Paris. Et voilà, on ne pourrait pas mettre Hermès Paris si ce n'était pas fabriqué en France. D'accord. Donc là, cette porcelaine-là, c'est de la porcelaine de Limoges ou pas Alors, il me forcément? semble que oui, je vais pas vous demander confirmation. Bonjour. Oui.
Alors notre porcelaine est de la porcelaine de Limoges. Voilà. Donc nous ne sommes pas porcelainiers, nous les décorons. Ces décors sont posés à la main sur les pièces selon des repères bien particuliers. Et ce travail-là n'est pas fait à Limoges, c'est un nontron. D'accord. Un petit peu plus en dessous. Voilà. Tout notre art de la table, à part peut-être quelques pièces particulières, on part sur Cheval d'Orient, est réalisé en France. D'accord. Cheval d'Orient est réalisé en France. Le discours de cette vendeuse est sans équivoque. Mais avec la mention Hermès Paris, l'entreprise ne joue-t-elle pas sur un certain flou? Par écrit, Hermès nous confirme avoir autorisé exceptionnellement le porcelainier Bernardo à délocaliser une partie de la fabrication en République tchèque. Cette délocalisation serait la conséquence de 2 incendies dans ses usines de Limoges. Selon Hermès, cette production ponctuelle se serait limitée à 3 850 pièces. Pour le consommateur, difficile de savoir à qui se fier. Un paradoxe, alors que l'État vient de mettre en place un nouveau label, l'OFG, Origine France Garantie. Julia Thureau est auditrice pour un bureau de certification. Depuis 2 ans, elle est chargée de contrôler les entreprises qui demandent ce label. Loin de l'univers du luxe, ce matin, elle se rend à 40 km de Saint-Étienne, chez un fabricant de sacs poubelles. Bonjour monsieur, madame Thureau, bureau de certification, enchanté. Le PDG est venu spécialement de Paris. Ils se mettent à la disposition de Julia. L'objectif de la première phase, c'est de vérifier que toutes les étapes de fabrication des produits sont réalisées sur ce site, de façon à valider le premier critère qui est le produit prend ses caractéristiques essentielles en France. Et ensuite, la deuxième étape qu'on va faire ici, qui est plus documentaire, c'est l'analyse des coûts de fabrication. Pour l'équipe, obtenir ce label Origine France Garantie est capital. Pour nous, c'est important commercialement. Et puis au-delà de ça, c'est aussi important parce qu'on est une entreprise française, que tous les jours, on se bat pour rester français, pour maintenir l'emploi en France. Et donc c'est une reconnaissance pour nous qui est importante. Pour décrocher l'OFG, Christophe Bergamo a tout intérêt à ouvrir les portes de son usine. Julia veut tout voir, tout savoir, tout comprendre de la fabrication des sacs poubelles. Alors là, il est plié. Comment il passe de cette phase chaussette là à la phase à plat? D'accord. Donc ça veut dire qu'en fonction de la référence de sac que vous fabriquez, vous faites des réglages à ce niveau-là. Absolument. Donc, en fait, à la différence de la mention Made in France, avec le nouveau label OFG, les étapes essentielles de la fabrication doivent avoir lieu en France. À quoi ça vous sert de voir le plastique, de voir les d'abord, machines et tout parce ça? que je suis un peu comme ça, Thomas. Je crois qu'en ce que je vois, donc je vérifie ce que M. Bergamo me dit. On veut vérifier qu'à un moment donné, l'entreprise ne fait pas que du conditionnement, c'est-à-dire qu'elle fabrique réellement le sac, et le sac devient un sac à déchets dans l'usine. Il n'arrive pas tout fait, et puis on fait des rouleaux, et ça s'arrête là. La visite de l'usine va durer 1h30. L'audit va se poursuivre dans les bureaux. Alors, je vous amène la totalité des achats de ce fournisseur. Julia se plonge dans les livres de compte. Elle vérifie l'origine des matières premières et jusqu'à l'adresse de certains fournisseurs. Donc là, vous avez l'adresse postale. Voilà. Et là, c'est un code de... À la suite de cet audit, les sacs poubelles de l'entreprise ont obtenu l'OFG, comme 1 millier d'autres produits en France. Le Made in France est un créneau porteur. Guillaume Gibault fait partie de ceux qui surfent sur la vague du patriotisme économique. En 2011, son diplôme d'HEC en poche, il a lancé une nouvelle marque de sous-vêtements exclusivement fabriquée en France. Le slip français. L'élément de départ, c'est le fil de coton. Le fil de coton ne pousse pas en France, donc ça c'est bien la seule chose qu'on ne peut pas faire. L'élastique est fabriqué en Normandie et les vignettes sont fabriquées par 2 ateliers, un qui est à Paris, un qui est à Bordeaux, suivant quelle étiquette. Toutes les matières sont françaises et la confection est française. Donc on ne peut pas faire un produit plus made in France que ce truc-là. Il vend chacun de ses articles entre 26 et 32 €. 5 fois plus cher que dans la grande distribution. Quelques mois après la création de son entreprise, Guillaume s'est fait connaître grâce à une campagne de publicité sur Internet.
il a détourné les messages des candidats à l'élection présidentielle. Le succès est immédiat. Après un an d'exercice, son chiffre d'affaires atteint 300 000 €. Guillaume découvre aujourd'hui que produire en France n'est pas si simple. Il doit trouver de toute urgence des usines capables de répondre à ses besoins. Il n'y a quand même pas beaucoup d'usines qui fabriquent des sous-vêtements en France, donc en fait elles sont toutes pas mal chargées en travail quand même. Et donc on a du mal à rentrer nos productions dans leur calendrier de prod, donc ça prend du temps. Et en plus de ça, ils n'ont pas de flexibilité en volume horaire, c'est qu'ils ne peuvent pas du jour au lendemain récupérer 10 ouvriers de plus et aller 2 fois plus vite. Chose que je pense qu'on peut faire en Chine. Ce matin, Guillaume et sa responsable des ventes ont rendez-vous chez un façonnier en Bretagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume. Comment ça va à la fin? Ils veulent lui confier la fabrication de 900 pièces de lingerie et de leur future gamme de maillots de bain. Très bien. Pour répondre à cette demande, le jeune patron a d'abord dû investir dans la formation de 6 nouveaux salariés. Du coup, si on parle sur la lingerie, alors expliquez-moi le truc le coût de vos apprentis que vous avez. On a voulu que ces 6 premières personnes, qui ont commencé en octobre, attaquent sur un produit qui soit unique et qu'elles puissent apprendre à apprécier ce produit-là et ensuite avoir une cadence sur ce produit. Vous avez du mal à trouver aujourd'hui de la main-d'œuvre Alors, de la main-d'œuvre qualifiée directement, oui. Ça c'est quasi inexistant de nos jours. Pourquoi? Parce que dans cette dernière décennie, il y a eu énormément d'entreprises à fermer et les personnes se sont reconverties dans d'autres métiers. Donc il a vraiment fallu faire un travail à long terme sur du recrutement de personnes n'ayant aucune formation. Dans l'atelier, 35 couturières travaillent pour de grandes marques de maillots de bain et de lingerie. Une usine textile qui tourne, en France. Dans un secteur réputé sinistré, l'image peut surprendre. Justine Romain, 25 ans, fait partie des nouvelles recrues en formation. Elle n'avait même pas pensé postuler. C'était compliqué de trouver du travail dans ce secteur ou pas? En fait, je ne cherchais pas du tout dans ce secteur-là parce que pour moi, ça se perd de plus en plus. Donc, il n'y a pas beaucoup. Maintenant, il ne reste plus beaucoup d'entreprises dans le textile. Donc, moi, je ne croyais pas qu'il en reste encore. En attendant que ces jeunes couturières soient totalement opérationnelles, le patron de l'usine a trouvé une solution pour augmenter la cadence. C'est bon, ça, c'est génial. Il a ressorti une antiquité. Et ça, elle n'existait pas il y a encore une semaine et demie, cette machine-là. Lui, les plaques, enfin tout le système. Le directeur technique de l'usine a bricolé cette machine qui servira à la pose des bandes tricolores sur la lingerie de Guillaume. Deux choses jaunes. C'est une ancienne machine qui a une quarantaine d'années que j'ai ressortie de mon stock et après que j'ai rééquipé. C'est ça le savoir-faire, c'est être capable de répondre à son client rapidement et efficacement et ça permet de gagner beaucoup de temps, quoi. Guillaume est ravi. Grâce à ce nouveau fournisseur, il va pouvoir augmenter sa production. Cela tombe plutôt bien. Dans quelques jours, il a rendez-vous avec un grand nom du prêt-à-porter qui pourrait bien faire décoller sa marque vers l'international. À Paris, il va rencontrer Agnès B, une célèbre styliste, une icône du prêt-à-porter Made in France. Elle lui a proposé de distribuer ses articles dans ses boutiques du monde entier. Une opportunité inouïe pour Guillaume, ce qui a le don de le rendre un peu nerveux. Petit côté, je viens passer l'examen, pas que je dise de conneries, quoi. Bonjour, je viens pour le bac de français. Agnès B, nous l'avions rencontrée lors de notre précédent reportage. Puis la ceinture, c'est pas bon, il faut que la couture soit au milieu. À la tête de sa griffe depuis 35 ans, cette styliste possède aujourd'hui 200 boutiques à travers le monde. Et elle s'obstine à faire fabriquer en France. Ouais, c'est une jupe de l'été, là. C'est une photo que j'ai prise à Venise dans un jardin. Elle est fabriquée où, celle-ci? En Vendée, ouais. Donc on peut encore fabriquer des jupes en France? Ah bah oui! Des jupes, des robes, des pulls, des t-shirts, des vestes, pantalons. En moyenne, près de la moitié de ses collections est confectionnée dans l'Hexagone. Un t-shirt comme ça, c'est vendu combien en boutique? C'est vendu 85 €.
Ça, si non. vous le faisiez en Chine, il coûterait combien? Ah, mais il n'est pas question que je le fasse en Chine. Il coûterait quoi au moins? Je ne veux même pas me poser la question. Oui. Mais fabriquer en France lui coûtait cher. Dans son magasin, avec son directeur de production de l'époque, elle nous avait expliqué pourquoi elle devait se résoudre à délocaliser une partie de sa production. Ça, c'est pas fait en France. C'est fait en Tchécoslovaquie. Non? Celle-ci, en Slovaquie. Et là, pourquoi? Parce qu'il y a 3 zips, il y a pas mal de montage. Ça coûte combien? 245, je crois. Oui, c'est ça, 245 €. Et si c'était fait en France, ça coûterait combien? 400. Oui, dans les 400, 450, 495 € voilà. à la vente, si on voulait dégager le même. Mais voilà. 3 ans plus tard, Bonjour Agnès. elle n'a pas changé de politique. Oui, moi aussi. Alors, les Français. Exactement, alors là ça va être très français. C'est une maquette, je l'ai fait comme vous m'avez demandé. Alors c'est une maquette, hein, ne prenez pas peur. Oui. Est-ce que ça vous fait marrer? Moi, je trouve ça très mignon. Ça va plaire beaucoup aux étrangers. C'est comme un slip dans un drapeau anglais. Nous, on trouve ça rigolo. Hein. Voilà. Agnès B et son nouveau directeur de production semblent conquis. S'ils sont très bien On n'a pas fait beaucoup d'essayages. Je me suis dit, c'est intéressant, une jeune boîte qui s'installe en France, qui fabrique en France. La création va être ici, la fabrication ici. Et que c'est maintenant comme ça qu'il faut envisager les choses. Voilà, on va y aller avec les slips, non? Avec grand plaisir. Nous, on est de la partie. Hein. Voilà. Donc, avec les tarifs qu'ils pratiquent, Guillaume et Agnès B peuvent se permettre de fabriquer en France. Il faut envoyer tous les cow-boys d'abord. Dans leur secteur, il reste des exceptions. Tiens, toi, tu vas être avec... Moins de 10% des articles commercialisés par les entreprises textiles françaises sont produits dans l'Hexagone. Pourtant, le Made in France a le vent en poupe. 3/4 des Français se disent prêts à payer plus cher pour consommer tricolore. C'est 3 fois plus que lors de notre premier reportage.